Bonjour à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau 12-14. Donc un 12-14 qui est consacré, comme tous les ans, on en a toujours un consacré au DALO ou au DAO. Donc cette année, il est consacré au DALO et il porte sur les raisons et les impacts pour les ménages d'un refus d'une proposition faite pour un logement dans le cadre d'un DALO. Juste peut-être avant d'entamer quelques précisions, donc c'est normal que vous n'ayez pas accès ni à votre caméra ni à votre micro. C'est parce que c'est le mode webinaire avec lequel on fonctionne qui veut que ce soit bloqué pour vous. Cependant, au moment des échanges, vous pourrez lever la main et dans ce cas-là, nous, on peut vous activer le fait que vous puissiez, vous, activer votre micro si jamais vous voulez poser une question à l'oral. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions dans le chat, donc dans les petites bulles en haut de votre écran qui s'appellent QR. Et là, normalement, vous pouvez mettre vos... Enfin, on peut échanger là-dessus, donc vous pouvez poser vos questions à l'écrit et nous, on les prend dans l'ordre où elles arrivent pour y apporter une réponse si besoin. Mais en tout cas, c'est normal que vous n'ayez pas accès à votre micro et à votre vidéo. Donc, comme je le disais, tous les ans, on consacre un 12-14 au DALO ou au DAO. Donc, cette année, il est consacré spécifiquement au DALO. Et on vous propose 3 temps d'échange dans ce 12-14. Un premier temps, plus d'éléments de cadrage. Je reviendrai sur ce que c'est que le DALO, de quoi on parle quand on parle de DALO. Je vous redonnerai quelques données chiffrées sur le DALO en Isère, et puis quelques éléments sur les motifs de refus qu'on tire d'une première série d'entretiens qu'on a pu réaliser à l'OHL ces derniers jours. Ensuite, on ira voir comment ça se passe, une attribution de logement dans le cadre d'une proposition de logement DALO chez un bailleur social. En l'occurrence, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Béatrice Leplan de chez Actis. Et enfin, on aura Gilly Grosbon, donc de l'équipe juridique mobile, donc le JM, service de la ville de Grenoble, qui reviendra à son tour sur les raisons qui sont le plus souvent invoquées par les personnes suivies par le JM pour refuser un DALO, un logement DALO. Et puis, Julie s'arrêtera aussi sur les suites qui sont données après un refus dans le cadre d'un DALO. Ce qu'on peut faire, c'est que, comme moi, je vais revenir un peu sur ce que c'est que le DALO, et voilà, si jamais il y a vraiment des questions sur la compréhension du DALO, n'hésitez pas, comme je le disais, à les poser dans le chat à l'écrit, et on pourra faire un petit tour de questions consacré à la compréhension du DALO à la fin de mon intervention, avant de passer aux interventions de Béatrice puis de Julie, si ça vous convient comme ça. Donc, comme je le disais, ma présentation, c'est vraiment des éléments de cadrage sur de quoi on parle quand on parle de DALO, et puis plus spécifiquement, où est-ce qu'on en est en Isère. Donc, le DALO, c'est le droit au logement opposable. Le DALO, il a été créé donc, en 2007 par une loi, la loi DALO, qui du coup porte plutôt bien son nom. Et c'est une loi qui reconnaît un droit au logement décent et indépendant aux personnes qui ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un tel logement, donc décent et indépendant, ou qui ne peuvent pas se maintenir dans leur logement actuel. Le pendant de la loi DALO, c'est effectivement qu'il y a aussi une possibilité de faire un recours DAO, donc pour de l'hébergement. Le DAO, c'est avec un H, donc le droit à l'hébergement opposable. Mais on va laisser cette partie-là DAO aujourd'hui de côté pour vraiment se concentrer sur le DALO, donc le droit au logement opposable. En fait, cette loi en 2007, elle apporte un changement de paradigme qui est quand même assez intéressant à noter. C'est qu'on passe d'une obligation de moyens pour l'État à une obligation de résultat dans le cadre de la fourniture, entre guillemets, d'un logement aux personnes qui en auraient besoin. Quand on parle d'obligation de moyens, en fait, c'est quand la responsabilité de l'État n'est pas engagée si jamais le résultat n'est pas atteint. En gros, l'État doit faire son possible pour arriver à fournir un logement, mais on va dire que l'obligation de moyens, c'est un peu l'État peut, alors que quand on passe à l'obligation de résultat, on passe à l'État doit. Et effectivement, dans ce cas-là, et à partir du moment où la loi DALO est sortie, donc en 2007, la responsabilité de l'État est engagée dès que le résultat, donc
de fournir un logement aux personnes qui en ont besoin n'est pas atteint. C'est un changement de paradigme qui me semblait intéressant à rappeler, aujourd'hui. Pour pouvoir déposer un DALO, il y a plusieurs critères, d'éligibilité, donc auxquels les ménages qui veulent recourir à un DALO, doivent répondre. Le premier critère, c'est d'être de nationalité française ou titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le deuxième critère, c'est d'entrer dans les critères d'accès au logement social, donc notamment, au niveau des ressources, que peut déployer le ménage. Et enfin, troisième critère, ne pas pouvoir accéder à un logement décent par ses propres moyens ou ne pas pouvoir rester dans un logement décent. Et là, vous voyez en bas de la slide apparaître les 7 motifs qui peuvent être mis en avant pour les personnes qui souhaitent recourir à leurs droits, donc qui souhaitent déposer un dossier DALO. Le premier motif, c'est si vous êtes sans logement. Le deuxième motif, c'est si vous êtes hébergé actuellement dans une structure d'hébergement d'urgence ou dans un logement de transition. Le troisième motif, c'est si vous êtes sous la menace d'une expulsion sans avoir de solution de relogement. Le quatrième, c'est d'habiter dans des locaux impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux. Le cinquième, c'est de vivre dans des locaux qui sont manifestement suroccupés, à la condition que dans votre foyer, vous ayez au moins un enfant mineur ou une personne porteuse de handicap. Le sixième motif, c'est d'attendre un logement social depuis une durée qui est considérée comme étant anormalement longue. Ce délai anormalement long, il peut varier d'un département à l'autre. En Isère, on est sur 25 mois dans les zones tendues et 13 mois pour les zones du coup détendues, en tout cas qui ne sont pas considérées comme tendues au niveau du logement. Et enfin, dernier critère, septième critère, c'est le fait d'être en situation de handicap, et c'est un critère qui est apparu assez récemment dans les motifs qu'on peut utiliser pour recourir au DALO, puisque c'est un motif qui a été ajouté en 2022 dans l'ensemble de ces motifs. Alors, je disais motif 1, motif 2, etc. Il n'y a pas de hiérarchie entre tous ces motifs, c'était vraiment là parce que je les lisais dans l'ordre de la diapo. Ensuite, je voulais quand même revenir aussi sur le parcours des requérants au DALO, avec un parcours qui est quand même jamais très simple. Et c'est aussi pour ça, vous allez le voir, que petit à petit, on va zoomer sur le refus et vous allez comprendre aussi pourquoi cette histoire de refus d'une proposition DALO nous interpelle quand même quand on regarde les données. Parce qu'effectivement, vous avez des gens qui vous disent: «Pour moi, le DAO, c'est fini, j'y ai passé beaucoup trop de temps». Même le jour où je suis entrée à la maternité, j'avais le JM au téléphone, le JM qu'on retrouvera dans les prochaines interventions. D'autres personnes qui disent qu'elles ne referaient pas, un DALO, qu'elles n'ont plus l'énergie pour. Ça me semblait intéressant de remettre ces mots qui sont directement issus d'entretiens avec des personnes concernées par un parcours DALO, parce que ça montre à quel point le DALO, ou en tout cas le parcours du DALO est consommateur d'énergie pour les ménages qui y recourent. Pour ce qui est du déploiement ou des grandes étapes d'un parcours DALO, on a essayé de les schématiser là à l'écran, donc dans la partie droite de l'écran. Bon, d'abord, pour pouvoir prétendre exercer votre droit, donc votre droit à un logement opposable, il faut nécessairement que vous ayez connaissance de ce droit-là. Donc, c'est la première étape et en fait, elle est quand même importante parce que ça vient pas naturellement forcément à l'esprit de tout le monde de se dire tiens, je pourrais prétendre exercer mon droit au DALO. Donc, première étape, il faut que vous connaissiez votre droit pour déposer un recours. Deuxième étape, il faut que vous constituiez votre recours, donc que vous constituiez le dossier que vous allez envoyer à l'analyse, notamment par la commission de médiation qu'on verra arriver juste après. Donc, deuxième étape, vous constituez un recours et parfois, vous pouvez le faire tout seul, mais vous pouvez aussi trouver des personnes qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Je pense notamment aux bénévoles de la permanence DALO d'un toit pour tous, qui se réunissent tous les lundis après-midi à la Maison des associations à Grenoble pour justement aider les gens dans la constitution de leur dossier DALO et DAO aussi, mais comme aujourd'hui on se concentre sur le DALO, on va parler particulièrement de ce dossier-là. Il y a d'autres acteurs sur le territoire qui peuvent aussi aider dans cette constitution de dossier. Ensuite, vous avez votre dossier qui arrive
au service de l'État, donc le BALD, qui est le Bureau pour l'accès au logement des personnes défavorisées, et c'est le BALD qui va instruire le dossier, vérifier que toutes les pièces nécessaires sont dans votre dossier, etc. Ensuite, votre dossier va passer à la commission de médiation, donc c'est la COMED, comme on l'appelle, et c'est cette commission de médiation qui va définir si votre situation est jugée prioritaire et urgente, auquel cas vous êtes priorisé DALO. Mais la commission de médiation peut aussi décider que votre dossier n'est pas prioritaire et urgent et que du coup, vous n'allez pas bénéficier du statut de prioritaire DALO. Ensuite, je passe toutes les petites flèches là qu'on voit, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais dans le cas où vous avez une COMED qui va dire que votre situation est prioritaire et urgente et donc que vous êtes priorisé DALO, dans ce cas-là, l'État doit vous proposer un logement ou une proposition de logement dans les 6 mois à partir du moment où vous êtes reconnu DALO. Et c'est là le petit cercle rouge que j'ai rajouté par-dessus le schéma. En fait, c'est vraiment sur ce moment-là du parcours des ménages qu'on va se concentrer aujourd'hui, puisque c'est là où si jamais l'État vous propose un logement dans les temps impartis ou même hors des temps impartis, donc hors des 6 mois ou dans les 6 mois, vous pouvez éventuellement refuser ce logement à condition que votre refus soit motivé, justifié, impérieux, légitime, ajouter tous les adjectifs qui peuvent aller dans ce même sens. Et donc, c'est la question qui nous interpelle aussi, et c'est un peu l'enjeu qu'on voulait faire émerger aujourd'hui avec vous dans ce 12-14, c'est qu'est-ce qui définit la bonne recevabilité d'un refus d'une proposition de logement DALO. Je vous ai remis aussi quelques chiffres clés, parce que ça mange pas de pain de les reciter aujourd'hui. Là, vous voyez apparaître sur l'écran les données en cohorte, je vais revenir dessus juste après, pour l'année 2020 en Isère. En fait, quand on utilise les données en cohorte, c'est en fait pour suivre la vie d'un recours DALO dans le temps. Donc en fait, là, vous avez en 2020 613 demandes qui ont été étudiées, donc des gens qui ont déposé un recours DALO et dont le dépôt a été étudié par la COMED. Et ensuite, ça a abouti à 348 décisions favorables de la COMED, donc ça veut dire que vous avez 348 ménages qui ont été considérés comme étant dans une situation prioritaire urgente du point de vue du logement. Et c'est là où vous avez 264 propositions de logement qui ont été effectivement réalisées par le BALD. Et c'est là où l'importance de préciser qu'on est sur des données en cohorte entre en jeu, parce que c'est 264 propositions de logement qui n'ont pas nécessairement été faites dans l'année 2020, ni nécessairement non plus dans les 6 mois théoriquement imposés par la loi, mais qui peuvent avoir été faites aussi hors délai de ces 6 mois-là. Seulement, on peut pas dire dans ces 64 propositions de logement lesquelles ont été faites dans les délais et lesquelles ont été faites hors délai. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ça peut être des propositions faites hors 6 mois impartis. Et parmi ces 264 propositions de logement, et c'est là que le chiffre va plus nous intéresser aujourd'hui, vous avez 46 ménages qui ont fait le choix, on verra, ça peut aussi qui n'ont pas vraiment fait le choix, mais qui ont en tout cas refusé, qui sont considérés comme comme ayant refusé la proposition de logement. On peut se dire que bon, 46 sur 348 décisions favorables, c'est pas énorme. Malgré tout, c'est quand même un volume qui n'est pas non plus négligeable. Et surtout, quand on calcule le taux de refus, c'est-à-dire quand on rapporte le nombre des ménages qui ont refusé une proposition de logement, donc les 46, au nombre de propositions de logement qui ont été faites, donc les 264, on a quand même un taux de refus en hiver à 17,4%, bien au-dessus de ce qu'on trouve pour l'échelle nationale où on est plutôt autour de 5%. Et surtout, ce qui est interpellant, comme je le disais au début, et c'est pour ça qu'on a souhaité consacrer ce 12-14 à ce sujet-là, c'est que quand on voit la complexité de tout ce parcours dans le DALO, on se dit que c'est quand même étonnant qu'il reste des personnes, au moment où ils ont une proposition de logement, qui la refusent, ou en tout cas que s'ils la refusent, c'est probablement parce qu'ils ont quand même des raisons de refuser assez sérieuses et des motifs du coup assez impérieux.
Et donc, on a essayé, donc, on a rencontré maintenant 5 personnes qui ont été dans la situation de refuser un logement dans la procédure de leur DALO. Et on a essayé de regrouper les différents motifs qui sont ressortis pendant les entretiens en grands pôles, entre guillemets. On en a identifié 3. Le premier, c'est peut-être les refus auxquels on pense le plus naturellement, entre guillemets, c'est les refus qui sont liés au logement lui-même ou à l'environnement du logement proposé. Ce qui est revenu pas mal dans les entretiens, c'est le refus pour inadaptation au handicap du logement, au handicap d'une des personnes du foyer ou parfois de plusieurs personnes du foyer. À chaque fois, je vous ai remis un peu des citations, voilà, pour aussi porter la voix des personnes qu'on a rencontrées en entretien et qui ont donc refusé des propositions de logement qui leur ont été faites dans le cadre du DALO. Donc voilà, premier motif de refus lié au logement, c'est des logements qui ne sont pas forcément adaptés à la situation de handicap des personnes du ménage. Ensuite, deuxième refus qui revient assez souvent aussi, c'est la typologie du logement proposé, avec souvent des logements plus petits proposés que ce qui était souhaité et demandé par le ménage initialement. Là, par exemple, vous avez le cas d'une dame à qui on a proposé un T3. Elle est seule avec ses 3 enfants et qui demandait un T4, logiquement, au vu de la composition familiale chez elle. Ensuite, une raison qui est revenue aussi assez souvent, c'est l'implantation géographique du logement proposé. Et là, c'est vrai que on sait par ailleurs que souvent, quand la Comed juge prioritaire une situation et que du coup le ménage est reconnu ménage DALO, il y a souvent une extension des communes demandées qui est faite au périmètre de l'agglomération. Et du coup, vous vous retrouvez avec des gens à qui on propose des logements à l'autre bout de l'agglomération, alors qu'ils avaient demandé une commune de l'autre côté. Et souvent, ce qui revient dans les entretiens avec les ménages, c'est que cette implantation géographique, souvent éloignée par rapport à ce qu'ils ont souhaité ou demandé, ça coïncide pas non plus avec l'ancrage qu'ils ont et les repères qu'ils ont dans leur environnement où ils évoluent actuellement. Et notamment, revient souvent les écoles quand il y a des enfants dans le foyer, le suivi médical qui est beaucoup revenu avec des enfants qui peuvent être suivis par des orthophonistes, par des orthoptistes, par un CMP dans un environnement défini à proximité du logement où ils vivent actuellement et qui du coup, pour des parents qui se voient pas prendre les enfants et les ramener dans un autre endroit pour remettre en, en marche toute la recherche de ce corps médical ou paramédical autour de la famille. Euh, Et est revenu aussi souvent quand même le besoin d'avoir à proximité des transports en commun pour des familles qui souvent n'ont pas de possibilité d'être véhiculées et n'ont pas de voiture pour exercer leur vie quotidienne, donc faire des courses, aller travailler, etc. Il y a aussi l'insécurité ressentie dans l'environnement du logement qui est beaucoup revenue, avec une citation qui est assez simple, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire je ne vais pas déménager pour être bien dedans, mais pas bien dehors. Et en effet, souvent, ce qui revient, c'est que le logement en tant que tel pouvait être très beau, très neuf, etc., mais que le quartier ou l'environnement était jugé par les personnes comme insécurisant. Et notamment, on voit l'importance aussi du jour de la visite en tant que tel, puisqu'on a une dame qui nous a dit le jour où on a visité l'appartement, la cage d'escalier était squattée. Du coup, évidemment, ça lui a laissé une impression assez mauvaise de l'environnement du logement. Et elle ajoute bien que le logement, lui, était très bien, mais que voilà, ça a fait aussi qu'elle a fait le choix de refuser ce logement à cause du jour de la visite où la cage d'escalier était squattée. Ensuite, vous avez une catégorie de refus qui sont les refus là que j'ai indiqués comme plus indirects. Souvent reviennent quand même les coûts induits par un déménagement, notamment si le déménagement du coup doit se faire assez loin de l'implantation actuelle du ménage. Et ces coûts induits peuvent être soit financiers, soit plus de l'ordre de la charge mentale. Notamment, c'est le cas de la première personne qui dit que déménager seule avec son handicap et ses enfants, c'est galère.
Effectivement, comment est-ce qu'on transporte les meubles? Comment est-ce on déménage quand on est en situation de handicap? Ça pose aussi un peu la question de l'accompagnement et de ce qu'on pourrait peut-être mettre en place au moment des déménagements pour aider ces gens. Et puis, vous avez l'aspect plus coût financier induit par un déménagement, pareil, qui serait hors de la zone de vie actuelle des ménages. Là, notamment, une dame qui nous dit que son fils collégien est actuellement inscrit à la cantine 3 jours par semaine et revient 2 jours manger à la maison parce que sinon ce serait trop cher et que du coup, si elle avait fait le choix d'accepter le logement qui était proposé loin du collège de son fils, alors elle aurait dû l'inscrire à la cantine beaucoup plus régulièrement et donc ça aurait pesé dans le budget du ménage trop par rapport à ce qui était supportable d'après elle dans le budget. Vous avez aussi la temporalité de la proposition avec des propositions qui n'arrivent pas toujours au moment le plus opportun dans la vie des gens. Ce qui est beaucoup revenu, c'est les gens avec des enfants qui se voient proposer un logement qui suppose du coup un déracinement de leur lieu de vie actuel à un moment de l'année scolaire qui est pas très opportun. Là, par exemple, la dame qui dit que elle s'est vue proposer le logement le 10 septembre, donc juste après la rentrée scolaire, et que du coup, c'était un peu, ça tombait mal, quoi. En gros, elle se voyait pas du coup rescolariser son fils ailleurs, etc., engager des démarches à ce moment-là. Voilà, ça, une proposition qui tombait mal dans la temporalité de vie du ménage. Et puis, ça peut être aussi des temporalités qui tombent mal, notamment, ça a été le cas à plusieurs reprises avec des familles qui ont des enfants, dans les deux cas d'ailleurs, avec un trouble autistique, et qui, du coup, ont attendu longtemps avant de pouvoir intégrer le centre médico-psychologique, donc le CMP, dans lequel ils ont une place actuellement. Et du coup, là, la dame dit, au moment où il a eu sa place, j'ai été orientée vers le nouveau logement. Donc, pareil, ça tombe assez mal puisqu'elle a attendu 3 ans, 2 ans que son fils puisse intégrer le CMP. Et là, du coup, il faudrait de nouveau recommencer les démarches, recommencer les listes d'attente et du coup, réattendre probablement, vu la saturation des CMP actuellement sur le territoire, reattendre 2, 3 ans pour que son fils ait à nouveau une place dans un CMP plus proche du nouveau logement. Et enfin, des refus plus involontaires, et notamment le refus, alors que j'ai appelé par défaut, parce que je trouvais pas vraiment le bon vocabulaire sinon, donc le refus par défaut, par non-réponse à une proposition, où en fait là, c'est une dame qui, au moment où elle a entamé un recours, donc notamment accompagnée par le JM, s'est rendue compte avec son avocate qu'une proposition avait bien été discutée, une proposition de logement avait bien été discutée pour lui être proposée, seulement elle n'a jamais reçu cette proposition, elle. Et du coup, vu qu'elle a pas reçu la proposition, elle a donc pas fait de réponse à cette proposition, ni négative ni positive, et cette non-réponse a été considérée par défaut comme un refus pour la proposition de logement. Et enfin, il y a aussi des gens qui, parce que ça dure un petit peu trop longtemps, ont eu le temps ou ont pu trouver une autre solution par eux-mêmes et par ailleurs, donc des logements qui viennent hors de la procédure DALO, si on peut dire comme ça. Et je vais m'en arrêter là pour le moment. Si jamais vous avez des questions sur ce que je viens de présenter, notamment sur les questions plus les enjeux de compréhension, c'est le moment. Alors, soit vous pouvez les poser dans le chat, donc dans QR, soit vous pouvez normalement lever la main et dans ce cas-là, poser votre question à l'oral. Mais peut-être que jusqu'à présent, c'était à peu près clair et donc vous n'avez pas forcément besoin d'éléments supplémentaires de compréhension. Ah, alors, il y a une main qui se lève. Tac. Et ben, normalement, là, j'ai autorisé le micro pour la CNL de l'hiver. Ouais, ouais. Ouais, Oui, bonjour. parfait. Bonjour. C'était une question pour savoir justement, qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand le DALO, la Comète propose, plusieurs fois un logement non adapté à une personne, enfin, pas mal de fois le cas. Qui est-ce qu'on interpelle? Enfin, que Mm. faire? Ouais. Alors, du coup, je vais volontairement ne pas répondre à la question maintenant. C'est pour ça que je disais, c'était vraiment là plutôt les questions sur Ah, basiquement la compréhension du DALO, parce qu'en fait, Julie va y revenir dans son intervention OK. à la fin. Donc, pour l'instant, je laisse en suspens cette question. Et puis, si jamais Merci. ça répond pas,
on la reprendra plus tard. Mais normalement, vous aurez des éléments de réponse d'ici là. Ça marche, merci. Pas d'autres demandes d'intervention. Et maintenant, ce cas, je laisse la parole à Béatrice Leplan, donc pour un peu voir comment ça se passe du point de vue d'un bailleur social. Oui, bonjour. Donc, je suis Béatrice Leplan, je suis la responsable du service attribution au niveau d'Actis. Du coup, je vais essayer de vous donner un petit peu des éléments. C'était pas simple parce que c'est pas quelque chose qu'on suit vraiment en tant que bailleur, les motifs de refus. En fait, on note qu'il y a des refus, mais on ne tient pas de stats sur les motifs précisément. Donc là, je vous ferai un petit retour sur ce que j'ai pu trouver sur 2023 et 2024, sachant que ce n'est pas exhaustif, c'est vraiment par rapport aux résultats des commissions d'attribution et il y a des détails dans lesquels je ne pourrais pas rentrer plus précisément. Dans un premier temps, je vous laisse, voilà. Dans un premier temps, j'ai juste renoté ce que ça voulait dire pour un bailleur proposer un logement prioritaire d'ALLO. Donc, il y a deux types de positionnement, en tout cas pour Actis. Il y a d'abord un positionnement d'un demandeur via un réservataire, qui peut être essentiellement le BALD. Mais en fait, parce que du coup, dans les chiffres que vous avez donnés dans la première présentation, ça va être des chiffres liés à la dette. Alors que moi, je vais vous présenter tout ce qui passe en commission d'attribution. Donc, on peut avoir un petit décalage dans les résultats. Donc, on va avoir des positionnements qui peuvent être faits, donc, je disais, par le BALD, par gamme, par action logement service et même par le bailleur. Parce qu'en tant que bailleur, quand on va positionner un candidat sur un logement, on ne va pas forcément. Alors, on peut aller chercher spécifiquement des DALO ou des premiers quartiles en fonction de nos obligations. Mais en fait, ça ne va pas forcément être un critère prédominant. Et il y a également tous les demandeurs d'ALLO qui se positionnent sur un logement faisant l'objet d'une commercialisation par annonce. Alors, par principe, je ne vais pas parler de location active parce que c'est un dispositif qui est prévu par la loi et qui est un peu différent. Mais du coup, on constate qu'il y a quand même un certain nombre de DALO qui font les démarches de se positionner, eux, sur une commercialisation via un logement qui peut être vu par annonce chez un bailleur. Dans le cadre, voilà, dans le cadre d'un positionnement via un réservataire, il y a un courrier de proposition spécifique qui est fait, hein, donc qui indique le caractère prioritaire et que la proposition elle est faite au titre de la loi DALO et qui rappelle, alors ce qui est pour nous la conséquence principale en cas de refus, c'est qu'il y a une perte de la priorisation, il peut y avoir une perte de la priorisation DALO. Pour Actis, il y a un passage systématique en Caléole avant ou après visite. L'idée, c'est de tracer la proposition officiellement dans le SNE. Toute proposition de logement qui est faite hors commission d'attribution n'a aucune valeur juridique. Donc, avec le DALO, on trace tout. Ça veut dire que quelqu'un qui va refuser un logement par rapport à... qui va visiter le logement et qui va le refuser, va quand même être présenté en commission d'attribution et on va expliquer à la commission d'attribution quels sont les motifs du refus de la personne. Et à partir de là, la commission d'attribution, elle va maintenir l'attribution du logement au demandeur d'ALLO ou elle va pas forcément par exemple, dans les exemples que vous preniez par rapport à des personnes qui vont refuser par rapport à un logement qui ne va pas être adapté en termes de handicap, la commission d'attribution, elle va considérer que le logement n'était pas adapté et du coup, ne va pas forcément systématiser l'attribution en Caléole, ce qui évitera d'avoir un refus officiel pour ce demandeur-là. Donc ça, c'est pour par les réservataires. Si on est via une annonce, tout demandeur d'ALLO qui va postuler sur un logement Actis va être sélectionné automatiquement pour aller visiter le logement du fait de sa priorisation d'ALLO, à partir du moment où le logement il correspond à la typologie et aux ressources. Si le logement est adapté ou alors que dans le cadre où c'est quelqu'un qui aurait besoin d'un logement adapté à un handicap, que le logement correspond. L'idée, c'est pas de proposer quelque chose dont on sait que derrière, en termes d'attribution, ça va pas fonctionner en fait. Et il y a un passage en commission d'attribution. S'il y a acceptation du logement, là, il est présenté en CAL au même titre que les autres personnes qui pourraient avoir accepté, avec la particularité qui étant prioritaire d'ALLO, il sera automatiquement retenu en première position sur le logement.
Si je vous prends un petit peu des chiffres, donc en 2023, ont été prononcées par la commission d'attribution d'Actis 70 attributions à des demandeurs prioritaires d'ALO. Sur ces 70 attributions, ça a amené 32 acceptations et signatures du bail, ce qui correspond à 46%, 46% des demandeurs qui ont été attributaires d'un logement, qui donc, au final, ont signé un bail. On a 38, j'ai pu ressortir 38 refus tracés en Caléole, donc 13 qui étaient liés à la configuration du logement, essentiellement trop petit ou alors avec des problèmes, ça peut être un étage trop élevé également ou des escaliers pour accéder au logement. J'ai des fois juste 3-4 marches et on n'avait pas forcément l'information. Il y en a quand même eu 12 par rapport au secteur qui ne correspondait pas à ce qui était demandé, 9 refus sans réponse. On a eu 3 personnes qui étaient déjà logées et une personne qui a refusé après avoir accepté, mais sans qu'on ait vraiment le motif du refus. Et sur 2024, donc je me suis arrêtée au 1er octobre, hein, bien sûr, parce que l'année n'est pas terminée. Donc, on a 61 attributions à des demandeurs prioritaires d'ALO. Ça a généré 28 acceptations. Donc, on est à peu près sur le même pourcentage, hein, 46%. Donc, a priori, entre 2023 et 2024, il n'y a pas de grosse différence. On a 33 refus qui ont été tracés en Caléole, 14 refus sans réponse, 8 refus pour le secteur, 8 pour la configuration du logement, 2 parce qu'ils étaient déjà logés et un qui, finalement, au moment où il a eu la proposition, nous a dit « bon, en fait, je ne cherche plus ». Voilà. Ce que je pouvais vous dire en synthèse, c'est que quand on compare 2023 et 2024, on est à peu près sur le même nombre d'attributions. Alors nous, on a un objectif CUS en tant que bailleur. Donc la CUS, c'est j'ai oublié le premier C. La convention d'utilité sociale, pardon. Donc, il régit nos objectifs d'attribution entre le bailleur et l'État. Et on a un objectif de 30 attributions à des prioritaires d'ALO chaque année. Donc, on se dirige vers la même chose. Ça amène quand même la question sur le fait qu'on a 64% de refus suite à des attributions en Caléole. La moitié des refus sans réponse, alors ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément regardé jusqu'à maintenant, mais sont liés à des demandeurs qui sont soit sans abri, donc domiciliés CCAS ou sans adresse postale fixe, ou qui sont hébergés chez des tiers ou en structure. Donc, ça peut aussi expliquer qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne répondent pas aux propositions et qui ont le sentiment de ne pas avoir la proposition, mais que ça peut être lié à leur statut d'occupation actuel qui fait qu'ils ont plus de difficultés à récupérer leur courrier ou alors qu'ils ont peut-être plus de difficultés à mettre à jour la demande pour qu'on sache en tant que bailleur exactement où leur écrire. Soit dit en passant, on fait de plus en plus, on double de plus en plus les propositions en les faisant par mail également quand il y a une adresse mail pour dire d'avoir plus de chances pour capter le demandeur. Et quand il y a un travailleur social qui est indiqué, ce que nous a expliqué la dette, c'est que le travailleur social était automatiquement au courant de la proposition. Et nous, si on a l'information qu'il y a un travailleur social qui suit la personne, on va lui envoyer la copie de la proposition également. Alors, je ne dis pas que c'est 100%, hein, que voilà, il peut y avoir des moments où la proposition n'arrive pas. Bon, on n'a pas vraiment d'explication, mais voilà. Et ce que j'ai noté également, c'est que quand on compare 2023 à 2024, on a quand même moins de motifs de refus qui peuvent être liés au secteur ou à la configuration du logement, que ce soit la typologie ou la configuration interne, le mode de chauffage ou les escaliers. Et du coup, je me suis posé la question si ça n'avait quand même pas un impact sur la gestion en flux pour ceux qui travaillent dans le logement social. Et vous savez que depuis 2024, on est passé en gestion en flux. Ce qui veut dire qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre sur les logements qu'on flèche à tel ou tel réservataire. Et typiquement, sur la dette, on a envoyé un peu plus de petits logements que ce qu'ils étaient réservataires habituellement. Donc, ce qui peut aussi expliquer que il y a peut-être également ça leur permet peut-être de faire un travail un peu plus fin sur les choix de secteur. Même si j'imagine que le choix du secteur,
c'est pas quelque chose qui est déterminant dans les positionnements qui sont faits au niveau des réservataires pour les demandeurs. En fait, ce que je peux dire également, c'est que c'est par rapport à ce qui a été dit en première partie, c'est que c'est vrai qu'on sent bien que les gens ils comprennent pas pourquoi on leur propose pas le logement qui serait idéal pour eux, mais que c'est pas simple d'y répondre, de répondre à toutes les particularités. Déjà parce que en tant que bailleur et les réservataires du coup qui travaillent nos logements, ils sont contraints par les libérations de logements, que ce soit les secteurs ou les typologies. Plus le secteur va être restreint et plus ça va être compliqué. Et du coup, c'est un peu compliqué pour nous, en tant que bailleurs, de travailler à la localisation proche d'un CMP ou alors une attribution de logement qui va se faire avant la rentrée des classes ou juste après. Donc ça, c'est des choses qui sont souvent compliquées à appréhender. Et puis, ce qui est important de noter également, c'est que le taux de rotation, il baisse de plus en plus et qu'il y a de moins en moins de logements qui sont disponibles et que ça devient de plus en plus compliqué justement d'arriver à faire du sur-mesure, entre guillemets, même si on est loin de faire du sur-mesure. Mais pour vous donner une idée, sur Actis, l'année dernière, on a à peu près 10 000 logements, un petit peu plus de 10 000 logements dans notre parc et on a fait 815 attributions. Donc, on avait un taux de rotation à 7%. Donc, un peu plus de 7%. Là, cette année, on est exactement sur la même chose. Et on a rencontré la DETS il n'y a pas longtemps qui nous expliquait que dans l'Isère, on était sur des taux de rotation qui sont toujours plus bas chaque année. Donc, c'est sûr que ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, les refus s'entendent, mais des fois, c'est compliqué de pouvoir répondre à chaque particularité de dossier. Eh ben, merci pour cette vision bailleur. Oui, effectivement, on l'a pas redit, on aurait pu qu'on manque de logement, tout simplement. On manque de logement social. Roselyne, je vois que tu lèves la main. Je pense que ce qu'on va faire, on va quand même laisser Julie faire sa présentation et comme ça, on prendra toutes les questions à la fin, d'autant que Béatrice doit nous quitter à 13h30. Donc comme ça, on laisse Julie répondre peut-être à des questions laissées en suspens, mais auxquelles elle va apporter des réponses. Et puis, on prendra toutes vos questions ensuite. Et bien, Julie, à toi. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julie Grosbon, je travaille pour l'équipe juridique mobile. Donc c'est un service qui accompagne les personnes dans le cadre de leur recours en lien avec le droit au logement opposable et le droit à l'hébergement opposable. Et plus précisément aujourd'hui par rapport à la thématique qui nous intéresse, à savoir refuser un logement DALO et les conséquences qui peuvent en découler, je voulais plutôt partir de la présentation d'une situation concrète pour après revenir sur des constats un peu plus généraux et les possibilités en termes de contentieux ou non qu'on peut faire suite au refus d'une proposition de logement qui était considérée comme inadaptée par la personne reconnue prioritaire. À propos de la présentation d'une situation concrète, je voulais vous parler d'une personne qu'on accompagne depuis 2018. Donc, c'est un monsieur avec sa conjointe et leurs 4 enfants qui a été reconnu prioritaire le 25 juin 2018 au motif de l'attente anormalement longue d'un logement social. Il avait une demande de logement social et active depuis 8 ans. Il vivait dans un logement en triplex avec sa famille, mais en raison de son état de santé, il est amené à se déplacer en fauteuil roulant. Donc, il était amené à limiter ses déplacements. Sa femme était contrainte de le porter pour accéder à sa chambre et pour sortir du logement. Il a été reconnu prioritaire et il a eu une proposition de logement dans le délai, le 24 juin 2018. Monsieur, du coup, s'est rendu sur place pour le visiter et le logement, il ne respectait pas les normes d'accessibilité. Son fauteuil roulant ne passait pas entre les portes, ne pouvait pas circuler au sein du logement. Donc, il l'a refusé puisqu'il était inadapté à son handicap. Il a ensuite reçu une autre proposition de logement le 6 août 2018. C'était un logement qui se situait au 3e étage d'un immeuble qui n'était pas doté d'un ascenseur. Donc, il l'a également refusé pour des considérations d'inadaptabilité à son handicap. On a commencé des démarches contentieuses avec cette personne et il y a une ordonnance du tribunal administratif qui a été rendue en avril 2019. Donc, c'est quand même
il y a quand même un temps qui s'est écoulé. Et le tribunal a considéré que les propositions de logement n'étaient pas adaptées et a enjoint à la préfecture de reloger ce monsieur sous astreinte de 500 € par mois de retard, qui n'est pas versé à lui, mais au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Ensuite, il y a eu toujours, aucune proposition par la suite, donc il y a eu une nouvelle saisine du tribunal qui a donné lieu à un rejet par le tribunal administratif de Grenoble, considérant que l'astreinte prononcée était insuffisante. Donc, monsieur, ne voyant pas sa situation évoluer et en prévention aussi d'autres problèmes de santé, il a candidaté sur un logement en location active qui était situé au premier étage, sans ascenseur. Et il était aussi impossible de circuler en fauteuil roulant à l'intérieur de ce logement en raison de sa configuration. Il est entré dans ce logement en août 2020, donc ce logement n'était toujours pas adapté, mais un petit peu plus adapté, on va dire, que son ancien logement. Par la suite, il y a eu une décision du tribunal administratif qui a été rendue en décembre 2021, qui reconnaissait l'existence de préjudices liés aux conditions de logement de cette personne, mais qui considérait tout de même que le logement dans lequel il avait emménagé n'était pas en soi inadapté à son handicap. Donc, le juge a condamné la préfecture à verser à monsieur la somme de 5 000 €. On n'en est pas resté là. Monsieur souhaitait tout de même changer de logement et il a déposé un nouveau dossier d'ALO qui a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de l'Isère, donc reconnaissant aussi que d'une part, il était toujours en attente d'un logement dans un délai anormalement long et aussi que son logement n'était pas adapté à sa situation. Donc cette deuxième décision d'ALO, elle date du 12 septembre 2022. Pour rappel, la première reconnaissance de priorité, elle date du 25 juin 2018. Et suite à cette nouvelle reconnaissance de priorité, monsieur a reçu une proposition de logement en juillet 2023. Alors, 2 rendez-vous ont été prévus pour la visite, mais les visites ont été annulées par le bailleur puisque le bailleur s'est rendu compte que ce logement n'était pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Donc, finalement, pas d'attribution et ça n'a pas eu de conséquences, on va dire, sur la situation de monsieur. De notre côté, du côté plutôt juridique, il y a une nouvelle ordonnance en injonction qui est intervenue en octobre 2023 où le juge a encore une fois constaté que monsieur avait été reconnu prioritaire, qu'il n'avait pas eu de proposition de logement adapté, donc une nouvelle astreinte de 500 € par mois de retard à destination de la préfecture. En décembre 2023, il y a eu une attribution de logement qui a été une nouvelle fois refusée par monsieur, puisque le logement n'était toujours pas adapté aux personnes à mobilité réduite en raison de l'aménagement intérieur où le fauteuil roulant ne passe pas, par exemple, entre les portes ou les choses comme ça. Et il n'y avait pas de rampe d'accès au niveau de l'entrée, ce qui complique, voire rend impossible aussi ces déplacements. Et en février 2024, une nouvelle proposition de logement ce refus maintenant concerne non pas forcément l'accessibilité, mais plutôt l'adaptation à la typologie de monsieur, puisque monsieur était reconnu prioritaire pour un logement de type T5, T6, c'est ce qui était écrit sur la décision de la commission. Donc, c'est la typologie qui avait été retenue par la commission de médiation et à laquelle la préfecture, du coup, doit se conformer. Or, le logement proposé, il s'agissait d'un T4. Monsieur, il a 4 enfants qui ont des écarts d'âge, donc c'est difficile aussi, voire impossible de se projeter dans un logement où plusieurs enfants dormiraient dans la même chambre, alors même que il y en a qui peuvent être majeurs ou proches de la majorité et d'autres qui peuvent être beaucoup plus petits. Et enfin, en mai 2024, une 6e proposition de logement. Cette fois, monsieur est allé le visiter avec une personne Non, il est allé le visiter tout seul, il me semble, ou avec une personne de l'équipe juridique mobile. Et l'aménagement de l'intérieur était encore inadapté. Il y avait un escalier en colimaçon pour accéder à certaines chambres.
On en a beaucoup parlé, mais monsieur, du coup, il avait d'autres choix que de le refuser. Certes, hein, il aurait pu peut-être mettre sa chambre en bas, mais ça veut dire aussi ne pas avoir accès à la chambre de ses enfants. Je ne sais pas si un enfant est malade ou des choses comme ça, ne pas pouvoir aller les voir le soir. C'est des choses quand même dans la vie quotidienne qui pèsent beaucoup dans la vie d'une personne. Et c'est des choses à prendre en compte qui sont importantes pour des personnes à mobilité réduite. Donc, monsieur a refusé ce logement et une ordonnance du tribunal a été rendue en juillet 2024 où le juge a considéré que la préfecture avait effectivement exécuté son obligation, considérant que même s'il y avait un escalier en colimaçon, le logement pouvait être considéré comme adapté. Il y a un pourvoi qui a été déposé devant le Conseil d'État et qui actuellement étudié. Le Conseil d'État, du coup, la plus haute juridiction administrative, c'est quand on veut contester une décision du tribunal administratif. Et donc, pour récapituler rapidement la situation, il y a eu 6 propositions de logement que monsieur a considérées comme inadaptées à son handicap sur une période de plus de 6 ans. Et cette situation, elle est pas isolée et elle est quand même révélatrice de la complexité pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou en situation de handicap d'avoir un logement adapté. Il y a beaucoup de personnes aussi qu'on accompagne qui ont des gros problèmes d'ascenseur notamment, qui tombent systématiquement en panne. Le jour des visites aussi, les ascenseurs sont en panne, les fauteuils roulants ne passent pas les portes. C'est compliqué et pour les personnes aussi, c'est encore des espoirs un peu qui sont balayés d'être dans un logement enfin adapté. Et plus généralement, ça a été beaucoup évoqué par Marie, donc je vais peut-être passer vite, mais les autres motifs de refus qui sont régulièrement invoqués par les personnes, donc il y a d'une part lié à la localisation, donc Marie en a parlé dans les quartiers prioritaires de la ville, l'éloignement des lieux de scolarisation ou de la crèche. Voilà, les personnes, des fois, elles attendent 2 ans une place en crèche. Quand un logement est proposé dans une autre ville ou qui n'est pas à proximité, c'est compliqué. L'éloignement des lieux de soins pour des personnes ayant des rendez-vous régulièrement. Pour les CMP, on en a parlé. L'éloignement aussi des transports en commun pour des personnes qui ne sont pas véhiculées ou en situation de handicap. La semaine dernière, j'ai fait une visite de logement pour une personne qui est aveugle, donc en état de cécité, excusez-moi, et qui a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Et elle ne peut pas se déplacer sur 500 mètres en autonomie et elle est très vite fatiguée. Et les premiers arrêts de transport en commun étaient à plus de 500 mètres, donc c'est compliqué pour les personnes. Lié aussi à la typologie du logement, ça se voit avec l'exemple que j'ai pris et aussi ça a été évoqué par Marie. Des propositions de logement du coup qui sont dans la typologie non conforme aussi à ce qui a été préconisé par la commission de médiation. Et enfin, les refus qui sont plutôt indirects, je crois que c'était les termes de Marie, ou aussi, moi je pourrais dire aussi imposés aux personnes, des personnes qui n'ont pas été informées de l'existence d'une proposition de logement et de la nécessité de transmettre des pièces en vue de l'attribution. On apprend régulièrement lors du dépôt d'un recours ou lorsqu'on appelle le pôle habitat social qu'il y a eu en fait une attribution de logement qui est considérée comme refusée par la personne alors qu'elle ne s'est jamais vue notifier cette proposition de logement. Il y a également aussi des enjeux dans la notification de la proposition de logement. Des fois, c'est notifié pendant l'été, pendant une période de congé où les personnes sont parties en vacances avec un délai de 5, des fois 10 jours pour y répondre, ce qui ne laisse pas le temps aux personnes d'en prendre connaissance et de répondre à ces propositions. Ou alors qui demandent du temps et des fois qui sont contraintes où on leur dit non, la commission est la semaine prochaine. Alors des fois on arrive à négocier, hein, mais parfois ça a pu être par le passé reproché aux personnes. Et aussi, il arrive régulièrement aussi qu'il y ait des refus d'attribution pour les personnes qui ont des dettes de loyer qui sont non traitées, qui sont aussi des fois en cours de traitement
ou qui en ont eu par le passé et où il y a eu un dossier de surendettement qui a été accepté ou une dette qui a été traitée. Et des fois, la situation de la personne, elle est repassée à la loupe en remontant des fois plusieurs années en arrière. Et pour les personnes qui sont plutôt hébergées par des tiers et qui n'ont pas eu de logement pendant un certain temps, on leur demande aussi des fois des quittances de loyer, enfin des attestations de mise à jour de loyer, alors quand bien même elles ne sont plus dans un logement. Ça, c'est aussi un frein dans l'attribution des logements pour les personnes. Et notre rôle dans tout cela, le premier, donc, c'est plutôt la vulgarisation de l'information sur les enjeux d'une proposition de logement lorsqu'une personne est reconnue prioritaire et le risque de perdre effectivement le bénéfice de la priorité en cas de refus. On essaye d'expliquer aux personnes quels motifs peuvent être entendus par les bailleurs, la préfecture, le juge, et quels motifs ne sont pas reconnus. Aussi, on essaye d'accompagner au maximum les personnes lors de la visite du logement. Ça permet des fois de rassurer, de repérer aussi les éléments qui peuvent justifier un refus éventuel, si la personne, bien sûr, le souhaite. On ne va pas encourager les personnes à refuser un logement si elles le souhaitent. Et aussi, on essaye d'échanger avec les bailleurs lors de la visite, des fois sur la possibilité d'adapter le logement. Je pense notamment aux douches pour les personnes porteuses d'un handicap. C'est des choses que des fois elles peuvent avoir peur de demander. Donc notre rôle, voilà, c'est aussi un peu d'avoir un rôle de médiation. Et par la suite, si des personnes souhaitent tout de même refuser, on les accompagne pour expliquer les raisons de leur refus en envoyant une lettre au maximum avec accusé réception qui détaille en fait les raisons pour lesquelles elles l'ont refusé. Ça permet de laisser une trace, notamment pour le contentieux. Et ça m'amène aussi à expliquer que il y a une importance de tracer, oui, ces propositions de logement et le refus qui en découle, puisque nous, quand on va devant le tribunal, la préfecture, elle a tendance à se défendre et à consulter le SNE. Et le SNE, donc c'est le système national d'enregistrement, on peut voir tout le parcours de demande de logement social de la personne et les propositions, les attributions, s'il y a eu un refus. Et des fois, on peut voir qu'il est inscrit un motif de refus de proposition, mais c'est un mot-clé. Et la préfecture dit, bon, bah oui, cette personne, elle a refusé le logement parce que il n'y avait pas de parking. Alors qu'en fait, la personne, elle a pris le temps d'expliquer dans une lettre tous les motifs et c'était aussi et surtout parce que il n'y avait pas forcément d'ascenseur dans le logement, dans l'immeuble, des choses comme ça. Et il arrive aussi parfois que certaines propositions de logement ne soient pas retranscrites ou enregistrées dans le SNE. Donc, des fois, on demande à la personne est-ce que vous avez eu des propositions de logement, lesquelles? On voit dans le SNE et il y en a qui sont inscrites alors que la personne n'en avait pas parlé, d'autres qui ne sont pas inscrites alors que la personne nous en a parlé. Donc, des fois, c'est un peu compliqué aussi de comprendre la situation sur les propositions puisque on a des informations un petit peu parcellaires. On a aussi un travail qui est important en termes de collecte de preuves sur les refus des logements et du coup un lien avec les bailleurs pour contrer les arguments éventuels de la préfecture devant le tribunal, essayer de demander des fois des renseignements auprès des bailleurs en disant est-ce que vous avez bien reçu la lettre ou quand on n'a pas pu visiter le logement, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas d'ascenseur, etc. Ou est-ce que l'ascenseur tombe régulièrement en panne, dans des choses comme ça. Ensuite, je voulais parler des éventuelles suites au refus d'une proposition de logement pour une personne reconnue prioritaire. C'est vrai qu'il y avait une question du coup qui était relative à ça. Déjà, pour commencer, je voulais parler quand même d'une difficulté, c'est que les personnes, elles ne reçoivent aucune information relative à l'impact du refus de la proposition sur le DALO après la proposition.
puisque Béatrice Leplan en a parlé, pour Actis, un courrier est envoyé aux personnes en amont en disant « Attention, vous êtes reconnu prioritaire. En cas de refus de cette proposition de logement, vous risquez de perdre le bénéfice de cette priorité. » Déjà, ça concerne Actis, ça ne concerne pas l'ensemble des personnes reconnues prioritaires d'Allo pour les autres bailleurs. On voit régulièrement, nous, des personnes qui nous disent j'ai juste été contactée par téléphone, je n'ai pas reçu de courrier et on m'a pas averti que c'était dans le cadre du DALO. Mais il y a aussi une importance d'avoir une information après, parce que les personnes, elles se disent moi je l'ai refusé, je considère que c'est pour des motifs légitimes, mais la préfecture ou la commission ne dit pas aux personnes on considère que vous avez perdu le bénéfice de votre priorité parce que vous avez refusé ce logement pour des motifs illégitimes. Donc les personnes, des fois, elles se disent moi je vais avoir une autre proposition de logement puisque celle-ci n'était pas adaptée, et elles restent dans l'attente en fait. Elles me disent oui, j'ai une reconnaissance de priorité, mais rien ne se passe. On a juste des fois l'information lorsqu'on regarde, on appelle le pôle habitat social et qu'on accède au SNE, il y a une petite mention des fois d'Allo, c'est écrit oui, non, ou des fois d'Allo caduc. Donc c'est en se rendant, en ayant une démarche en fait d'aller sur la demande de logement social et en y faisant attention qu'on peut voir que le DALO a été classé administrativement et rendu caduc. Mais la personne ne reçoit pas l'information. Et ça, pour nous aussi, c'est un problème parce que elles sont dans l'attente, comme je l'ai mentionné. Et un autre enjeu aussi, c'est que le SNE, il n'est pas mis à jour. Le DALO est rendu caduc. Nous, on accompagne la personne dans une démarche auprès du tribunal. Le juge peut considérer du coup que la proposition de logement n'était pas adaptée. Donc, il enjoint à la préfecture de reloger cette personne. Et au SNE, c'est toujours écrit DALO caduc. Donc, la personne, des fois, ne peut pas faire valoir aussi le fait qu'elle est reconnue prioritaire et que l'obligation de reloger cette personne perdure. Lorsque il y a une proposition de logement qui a été refusée, il y a des choses qui peuvent être faites. Il est possible pour les personnes de saisir le tribunal administratif, c'est-à-dire que lorsqu'elle est reconnue prioritaire, Marie l'a mentionné, la préfecture dispose d'un délai de 6 mois pour la reloger. Une fois que ce délai est expiré, si la personne n'a pas reçu de proposition de logement ou que là où les propositions de logement étaient inadaptées, elle considère que ces propositions de logement étaient inadaptées, cette personne dispose d'un nouveau délai de 4 mois pour saisir le tribunal administratif. Donc, on prend la date de la décision d'Allo, on y rajoute 6 mois, ça c'est le délai dans lequel le préfet doit reloger la personne. Et à l'expiration de ce délai de 6 mois, la personne dispose de 4 mois pour déposer un recours devant le tribunal. C'est un recours qu'on appelle en injonction pour demander au tribunal à ce qu'il confirme, prenne acte de la priorité de la personne, d'Allo, estime donc soit qu'il n'y a pas eu de proposition, soit qu'elles étaient inadaptées. Donc là, on va dire j'ai reçu une proposition de logement, mais elle était inadaptée pour tel motif. Et après, le juge, s'il considère en effet que la proposition était inadaptée, va enjoindre à la préfecture de reloger la personne sous astreinte. En général, à Grenoble, c'est 500 € par mois de retard. Donc, il y a cette première possibilité. Si jamais, par exemple, il n'y a pas eu de proposition de logement, il y a eu une ordonnance en injonction qui est intervenue et une proposition de logement après est effectuée à la personne et que la personne considère qu'elle n'est pas adaptée. Il y a possibilité de ressaisir le tribunal pour la personne. Mais parfois, ça va être la préfecture qui va directement saisir le tribunal en disant j'ai été condamnée une première fois, j'ai effectué une proposition de logement à cette personne, je considère qu'elle était adaptée, donc je m'estime déliée et je demande la liquidation définitive de l'astreinte ou alors l'absence de liquidation. Et là, ce sera à la personne du coup de se défendre avec l'aide d'un avocat, bien sûr, et vous pouvez aussi orienter les personnes excusez-moi,
pouvez aussi orienter les personnes vers notre service. Et ce sera à charge pour la personne d'invoquer les motifs de refus et au juge de trancher si oui ou non cette proposition était inadaptée. Lorsque le délai de 4 mois est expiré, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce délai, il est prévu par la loi. On conseille, on reçoit les personnes, on essaye de faire quand même un examen global de la situation. On ne se concentre pas que sur le juridique, bien sûr. Nous, des fois, on peut déposer des recours indemnitaires pour les personnes. Ce recours en soi n'a pas vocation à ordonner le relogement de la personne. Le but du recours indemnitaire, c'est d'être indemnisé des préjudices qu'on subit du fait de nos conditions de logement et de l'absence de relogement. Mais on voit que parfois, il y a un effet un peu levier et lorsque la préfecture est effectivement condamnée par le biais du recours indemnitaire, des fois, elle peut proposer un logement par la suite en disant j'ai déjà été condamnée à verser telle somme à cette personne, j'ai pas envie d'être condamnée par la suite parce que la période de carence perdure. Donc, on écrit dans le recours indemnitaire qu'il y a eu une proposition de logement qui était inadaptée, mais du coup, le juge pourra considérer oui ou non si elle a été adaptée et indemniser en conséquence. Voilà rapidement pour ma présentation. S'il y a des questions, je peux éventuellement compléter. Merci. Eh ben, merci Julie, parce que je pense que ça apporte du coup quelques éléments de réponse à la première question qui était posée, effectivement. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, on a un comité de suivi sur l'ISER, et c'est dans le cadre de ce comité de suivi que l'OHL rédige un rapport tous les ans, donc où on fait une petite on regarde un peu les évolutions du DALO, du DAO sur le territoire, et où on consacre une deuxième partie sur une question plus traitée de façon un peu plus quali. Et en l'occurrence, cette année, ce sera sur la question des refus de logement, voilà, parce que, comme je le disais, ça nous a quand même assez interpellés. Et donc, dans ce cadre-là, on pourra peut-être essayer de vous faire un petit schéma de quels sont les acteurs du territoire que vous pouvez contacter en fonction de là où en sont les gens dans leur parcours d'ALO. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Et peut-être, alors ça a été dit par Béatrice, puis redit ensuite par Julie, mais peut-être j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Là, on avait donc Béatrice Leplan pour Actis, sachant que les pratiques des bailleurs sont pas homogénéisées, c'est-à-dire que chaque bailleur fait un peu à sa sauce et voilà. Mais c'était aussi important de le redire. Alors, normalement, il y a quand même un cadre des pratiques qui sont partagées entre les bailleurs. Après, oui, il peut y avoir des spécificités Oui, c'est ça. typiques à chaque bailleur, dont notamment ce qu'on entendait sur le fait de demander à quelqu'un qui est hébergé l'attestation de loyer du logement qu'il avait précédemment occupé. C'est vraiment pas la majorité des bailleurs qui le font, mais ceux qui le font, bah, voilà, ils le font. Mais ça fait pas partie normalement des choses qu'on est censé demander, en fait, réglementairement. Oui. Mais c'était quand même important de rappeler que voilà, tous les bailleurs n'ont pas les mêmes façons de faire non plus. Et bah du coup, on peut peut-être passer au moment des échanges. Donc, je vous encourage une nouvelle fois, si vous le souhaitez, à les poser par écrit dans le chat, dans le chat qui s'appelle QR là. Et sinon, donc, à lever la main, comme c'est le cas pour Roselyne qui attend impatiemment depuis tout à l'heure. Donc, à qui je vais donner la possibilité de mettre son micro. Et normalement, Roselyne, à moins que ça ait été une main levée par erreur, ce qui peut aussi arriver. Mais si c'est pas le cas, là, tu peux mettre ton micro et poser ta question si tu veux. Ouais, donc c'était peut-être une main levée par erreur, effectivement. Alors. Voilà, c'est bon, vous Ah, c'est m'entendez? bon. Non, bah, parfait. Je savais Vas-y. activer le micro. Vas-y, Oui, vas-y. je voulais profiter de la présence de Béatrice Leplan qui va bientôt partir, justement. Oui, alors en fait, ma question, c'est, vous l'avez évoqué à la fois toi, Marie, et puis Julie, c'est un lien avec le refus par défaut que Julie a évoqué aussi, parce que moi, à plusieurs reprises, et c'est pas anecdotique, d'ailleurs Julie l'a exprimé, j'ai rencontré des gens qui n'ont jamais été informés d'avoir été présentés, que leur candidature a été présentée au titre du DALO auprès d'un bailleur.
et du coup, ben, ouais, pas d'information. Et à plusieurs reprises, alors non seulement pas d'information, mais en plus leur dossier passe en Caléole, donc ça j'ai pu le vérifier, en indiquant refus, dossier incomplet, refus car dossier incomplet, alors qu'on ne leur a jamais rien demandé. Du coup, ma question à Béatrice Leplan, c'est concrètement, comment ça se passe? Parce qu'au-delà du constat, est-ce qu'on peut améliorer les choses? Je suppose que le BALD n'informe pas la personne, enfin quand ça vient du BALD, et s'adresse uniquement à vous pour présenter un candidat DALO. Mais le dossier DALO n'intègre pas les mêmes pièces que le dossier du bailleur, c'est-à-dire les ressources à jour, attestation de paiement des loyers, etc. Donc du coup, pourquoi est-ce que ça bloque à ce niveau-là? Pourquoi, enfin, d'une part, pourquoi certaines personnes ne sont pas informées? Alors, comme vous le disiez, chaque bailleur fait différemment peut-être, mais après, la question du dossier incomplet, alors là, moi, je ne comprends pas. Je l'avais évoqué une fois à la commission d'Allo à la Comède quand j'y participais, et là, ça a été un renvoi de balle entre le BALD et le bailleur, et j'ai toujours rien compris, et ça continue. Voilà, merci de votre réponse éventuelle. Oui, alors c'est une bonne question. Pour ce qui est de prévenir les demandeurs, je pense que le BALD, oui, ne prévient pas tous les demandeurs d'ALO qui vont être positionnés sur un logement. Nous, la seule information, nous, ce qu'on a demandé au BALD, c'est si quand il y avait des travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux étaient informés. Donc la réponse du BALD a été de dire oui, ils avaient la copie du moins ils étaient informés qu'il y avait une proposition qui était faite. Maintenant, j'imagine bien qu'ils ne peuvent pas prévenir tout le monde de tous les positionnements qui sont faits, mais comme l'ensemble des réservataires, en fait, je mettrai à part Action Logement parce qu'on est dans un système de commercialisation par annonce, en fait, au final, pour Action Logement. Mais je ne sais pas si tous les réservataires hors BALD préviennent les demandeurs qui vont être positionnés et leur dossier transmis aux réservataires. Donc ça, c'est une première chose. Et après, oui, au niveau du BALD, on a une vraie difficulté sur les DALO, et notamment pour une pièce en particulier, qui est l'avis d'imposition, parce que ce n'est pas une pièce qui est obligatoire pour la constitution du dossier DALO, sauf erreur de ma part, et que du coup, le BALD, quand il nous transmet des dossiers, il transmet des dossiers où il n'y a pas d'avis d'imposition parce qu'il ne fait pas la démarche, a priori, de contacter le demandeur pour lui demander son avis d'imposition. Ou alors, la personne n'est pas suivie pour le travailleur social. Et en fait, en tant que bailleur, en tout cas, je vais parler pour Actis, il y a 2 pièces qui font qu'on a un refus pour dossier incomplet chez nous obligatoire. C'est l'avis d'imposition et le titre de séjour ou la carte d'identité, en fait. C'est les seules choses. Après, si pour Actis, je dis toujours pour Actis, si on n'a pas les 3 dernières fiches de paye ou si on n'a pas n'importe quel autre document, on va marquer, on va faire une attribution sous condition suspensive et là, la personne, on va lui laisser du temps pour nous fournir ces documents-là. Mais l'accord qui avait été pris, en tout cas à la mise en place du dossier unique en Isère, c'est que les dossiers qui devaient être transmis par les réservataires, que ça soit l'État, les collectivités ou Action Logement Service ou n'importe quel autre réservataire, parce qu'on a d'autres réservataires à part, c'est qu'il y ait à minima l'avis d'imposition et la pièce d'identité. Donc, du coup, si le BALD… alors, je sais que dans les courriers de notification qu'ils envoient quand il y a une décision favorable, c'est bien précisé que le demandeur, il doit être acteur de sa demande de logement et du coup, il doit fournir les justificatifs. Ce qui, je conçois, peut poser difficulté pour certaines personnes de comprendre déjà qu'ils doivent fournir ces documents-là. Et du coup, souvent, le BALD se retranche là-dessus en disant, en fait, nous, s'ils n'ont pas fait la démarche de mettre l'avis d'imposition, on ne va pas aller compléter le dossier. Quand vous dites nous, vous parlez des bailleurs? Non, je parle du BALD. Ah oui. Mais c'est toujours la difficulté. Est-ce que les bailleurs, quand même, systématiquement, sachant que ça, c'est pas dans le dossier d'Allo, même solliciter la personne qui est candidate, parce que sinon… Alors, on essaye de le faire dans le maximum des cas. Après, il y a des fois où ce n'est pas forcément systématiquement fait. Maintenant, l'engagement de l'État, c'est de fournir un dossier avec à minima ces 2 pièces-là. Donc, je comprends ce que vous dites en commission de médiation. Si vous parlez, s'il y a des bailleurs présents et qu'il y a l'État qui est présent, chacun se renvoie la balle. Ouais. Mais voilà.
Je ne sais pas comment on peut faire évoluer ça, mais je pense quand même que ça participe quand même Ah bah alors, largement au taux de refus, comme vous l'avez évoqué, Julie. la façon la plus simple de faire évoluer ça, c'est que l'avis d'imposition devienne une pièce obligatoire pour le DALO. Bah, je ne sais pas. Ce qui est surprenant en plus, parce que du coup, on doit quand même, le DALO, l'un des critères, c'est de vérifier l'éligibilité aux ressources. Et du coup, au final, il ne demande pas l'avis d'imposition qui permet de vérifier qu'on est bien éligible au plafond de ressources. Donc, Ok. Merci beaucoup. merci. Vas-y, Julie, si tu voulais compléter. Oui, Enfin, moi, je sais pas, oui. oui, pardon. C'est une question, du coup, quand vous dites que c'était acté avec le BAD qu'il devait transmettre l'avis d'imposition et enfin, minima l'avis d'imposition et la pièce d'identité, pardon. Est-ce qu'il y a une convention qui a été signée, une trace écrite? Non, il y a juste une. Alors, dans l'Isère, il y a une charte des bonnes pratiques qui se fait au niveau de l'enregistrement de la demande, de la saisie de la demande et des pièces qui sont à demander. En fait, réglementairement, la seule pièce qui est obligatoire pour enregistrer et instruire, pour enregistrer une demande de logement, c'est la pièce d'identité. En Isère, en 2018, dans la charte des bonnes pratiques qui a été mise en place, alors après, on la retrouve avec la dette, hein, elle est en train d'être retravaillée là actuellement, la charte des bonnes pratiques, au niveau de l'enregistrement de la demande. La seule chose qui est en Isère, ça a été négocié qu'il y ait également l'avis d'imposition qui soit demandé. Et tout le reste, après, c'est des pièces qui sont pour l'instruction de la demande, donc qui sont au cas par cas selon la situation du demandeur. Et du coup, est-ce qu'on peut la trouver sur Internet Alors, je l'imagine. Après, on doit pouvoir, peut-être la dette doit pouvoir être capable de vous la reproduire. Je vous dis, elle est en train d'être travaillée en ce moment. Mais bon, je peux essayer de voir si j'arrive à retrouver quelque chose. Mais la mise en place du dossier unique n'a pas été quelque chose de très simple entre les bailleurs et les réservataires pour reconnaître ce qui est. Parce que justement, ça a demandé beaucoup d'investissement dans les équipes des uns et des autres. Et ça demande énormément de temps pour mettre à jour une demande et pour collecter les pièces qui vont avec une demande de logement. Il y a rien que sur la métro, à peu près 19 000 demandes de logement qui doivent être remises à jour. Et en fait, le principal travail, en tout cas qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer aux gens l'importance de mettre à jour la demande au fur et à mesure qu'ils ont des modifications qui se passent dans leur vie, que ce soit un nouveau numéro de téléphone, une nouvelle adresse mail. Ça peut sembler dérisoire, mais en fait, au final, ça peut avoir des conséquences sur les attributions de logement. Oui, et je sais que nous, de notre côté, on encourage aussi fortement et on essaye de veiller à ça, mais des fois, il y a des personnes où c'était déjà fait, qui n'ont pas été accompagnées et c'est difficile en fait aussi d'avoir ça en tête. Mais de toute façon, le parcours de la demande de logement n'est pas un parcours simple, hein, et le parcours de l'attribution non plus. Pour des gens qui ne maîtrisent pas et qui… tout à l'heure, j'entendais parler de vulgarisation. C'est très compliqué de vulgariser une demande de logement et les documents qui sont nécessaires pour la demande de logement. Moi, je suis responsable du service attribution d'Actis, mais j'ai également la casquette de responsable du pôle habitat social parce que c'est un pôle interbailleur. Et en fait, on passe tout notre temps à rappeler aux gens l'importance de donner les informations et essayer de vulgariser avec eux pour la demande de logement. Pour qu'ils comprennent, l'idée, c'est d'arriver à une attribution, en fait. Hein. Pour les bailleurs, c'est pas de pas arriver à des attributions, en tout cas. C'est d'arriver à une attribution et que l'attribution se passe bien et que les gens soient contents du logement qui leur est proposé. Parce que quand on propose l'exemple que vous donniez tout à l'heure sur une personne qui, par dépit, a pris un logement au premier étage sans ascenseur, en fait, la personne, elle n'est pas satisfaite et derrière, ça ne va pas générer des bonnes relations avec son bailleur non plus. Et ça va créer de l'incompréhension et des difficultés à venir, alors que l'idée, c'est pas ça. Merci. Alors, Roselyne précisait qu'elle avait déjà demandé au BAL pour la fameuse charte des bonnes pratiques, mais qu'il n'y avait pas de convention. Non, j'avais demandé au BAL, pas de convention. Ah, ça devait être Roselyne avant qu'on aborde la charte des bonnes pratiques, du coup. On essaiera de demander si on la trouve quelque part.
Est-ce que ça suggère d'autres remarques, commentaires Oui, alors, je vous ouvre le micro. Tac, donc, Mélanie Atruxtalo, vous pouvez normalement activer votre micro. Voilà. Bonjour. Merci. J'ai une question. J'ai travaillé pour le compte de l'UNCLAGE et je travaille à Océlia et j'ai travaillé sur le recours des jeunes de moins de 30 ans au DALO. Et je me posais la question de cette variable de l'âge dans les refus. Moi, j'avais vraiment accès à des données sur l'évolution du nombre de recours, mais pas sur leur devenir et donc pas du tout sur les refus. Et je me demandais, voilà, si vous aviez une visibilité au niveau de l'ISER sur est-ce que c'est plutôt des jeunes ou des moins jeunes qui font des refus d'attribution. Alors moi, du coup, je vais parler plus côté données. En fait, c'est vrai que quand on s'est dit qu'on allait regarder cette question, on a vite repéré qu'on allait être assez rapidement sec sur la description par Ducanty. C'est pour ça que je disais qu'on a plutôt orienté sur des entretiens avec des ménages. Pour l'instant, les personnes qu'on a rencontrées, elles avaient jamais moins de 30 ans. Donc, ça suppose aussi que peut-être faudrait qu'on essaye de chercher de ce côté-là, voir aussi quels sont les refus de ces jeunes, du coup. Enfin, les motifs de refus potentiels de ces jeunes-là. Je ne sais pas si, peut-être Julie, de façon empirique, tu aurais des choses ou pas du tout ou... Oui, c'est délicat parce que là, j'ai pas de données ou de Ouais. statistiques avec moi. J'aurais tendance à dire, mais bon, c'est vraiment délicat que j'ai l'impression que les jeunes de moins de 30 ans, déjà, il y a moins d'allos qui sont déposés et que du coup, bah, on voit moins les refus de logement parce que nous, c'est justement sous le prisme du DALO. C'est ouais, non, on en voit voire moins que ça concerne le DALO aussi concerne beaucoup des familles ou des hommes seuls, isolés, mais ouais, je dirais que moins de 30 ans, ça concerne moins, mais voilà, c'est comme ça, hein, je suis désolée. Après, on Moi, pourrait regarder, hein, je pourrais regarder si ça vous intéresse. Moi, je regarderai aussi si on a d'autres. Souvent, moi, j'aime bien parler de faisceaux d'indices, donc pas forcément sur les données qu'on a sur les recours qui sont faits en Comed et compagnie, mais peut-être par d'autres biais. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient, mais on essaiera de regarder un peu mieux. D'accord, merci. Juste pour commenter, effectivement, ce que j'avais pu observer dans le cadre de cette étude, c'est qu'il y avait une augmentation entre 2016 et 2021, une augmentation énorme des recours de jeunes. Mais je ne sais pas enfin, je n'avais que des données jusqu'au recours et pas sur la reconnaissance prioritaire et urgent et les attributions encore moins. Donc, si ça se trouve, il y a beaucoup de recours, mais ils ne sont pas tellement reconnus et on ne leur fait pas d'attribution. Donc, effectivement, côté refus, ça change peut-être rien. Merci pour vos réponses en tout cas et volontiers pour échanger là-dessus autrement. Et ça me fait penser justement, je sais que normalement, une personne, qu'elle soit, enfin, à partir du moment où elle est majeure et qu'elle soit plutôt jeune, en dessous de moins de 30 ans ou pas, et qu'elle est hébergée, je pense par exemple là, chez ses parents, elle doit être reconnue quand même sans logement. Et elle peut pouvoir être reconnue comme prioritaire DALO. Mais j'ai déjà vu quand même passer des décisions de la commission de médiation, que ce soit à Grenoble ou autre part, où la commission considérait en fait qu'elle était déjà logée, que c'était une aide familiale et que du coup, elle ne devait pas être considérée sans logement indépendant et du coup ne pas être reconnue prioritaire. C'est des choses qui ont pu être annulées par les tribunaux, mais du coup, je pense que ça peut peut-être aussi s'expliquer par cette tendance aussi de la commission à gérer les personnes qui peuvent être jeunes ou moins de 30 ans. Après, c'est vraiment une réflexion. Effectivement, pardon, après je vais laisser la parole, c'est pas un débat entre moi et vous, mais effectivement, je crois que c'est une grosse question d'interprétation suivant les comèdes. Est-ce que être chez ses parents, c'est être logé ou pas, suivant qu'on a 19 ans ou 28 en plus, c'est sans doute pas apprécié de la même façon. Merci beaucoup. Je m'excuse, je vais devoir vous quitter. Ouais. Parce que je vais en commission J'allais vous dire. d'attribution.
Eh ben, Peut-être qu'il merci. veut attribuer à des DAO, on ne sait pas, on verra. Je ne sais pas ce qui passe en commission aujourd'hui, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir Merci. été parmi nous. Et puis, si jamais il y a d'autres questions qui viennent pour vous, je vous les N'hésitez pas, transférerai oui. peut-être. Oui, pas de souci. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Et ben, est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent, d'autres demandes? Ou est-ce que du coup, on considère qu'on a à peu près fait le tour de cette question? Alors, quand je dis faire le tour, c'était pas l'idée. Nous, vraiment, c'était voilà, parce qu'on a été vraiment interpellés par ce zoom-là sur les refus et qu'on s'est dit que c'était intéressant d'aller creuser un petit peu cette question-là. Mais effectivement, on n'aura pas toutes les réponses, évidemment, mais on espère pouvoir mettre quelques enjeux en avant dans ce prochain rapport, donc qui sera probablement diffusé en début d'année 2025. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si je vois pas de main se lever, on considère que c'est bon. Et ben, en tout cas, il nous reste à vous remercier d'avoir été nombreux présents aujourd'hui. Et puis voilà, on espère que ça aura été instructif pour vous et intéressant. Merci beaucoup et bonne journée.